Bonsoir mesdames, bonsoir messieurs, ravi de vous retrouver dans cette édition. Le rassemblement El Kassavoubou a tenu une matinée politique le vendredi dernier à son siège sous l'avenue de l'Enseignement. Faut-il le dire, un véritable coup de gueule entre Joseph Olenga-Nkoy du Sansa et Bruno Tibala, Premier ministre du gouvernement, sur des questions d'actualité. Reportage de Raïssa Bola, rendu par Jules Boulembi. C'était un week-end politique au rassemblement El Kassavoubou. La plateforme dirigée par Joseph Olenga-Nkoy a mobilisé une foule immense pour parler de grandes questions d'actualité, entre autres le calendrier électoral et la transition politique après le 31 décembre 2017. S'agissant du calendrier électoral, le RASOP Kassavoubou estime que la voie est balisée pour la bonne tenue des élections au pays et la plateforme s'est réjouie du calendrier publié par la CENI. Pour la plateforme, la transition sans Kabila n'est pas prévue par l'accord. Loko nasengi na bino banso. Ezali to soutenir calendrier yango. Parce que yango ne kopesa biso nzela to kende na élection lokola bauti koyebisa bino les meilleures élections qui puisse exister dans ce pays, dans son histoire récente. C'est-à-dire, l'élection Oyo et Kozala exemptée de violences, d'affrontements et de tueries. Le rassemblement Kassavoubou a demandé au CENSA, dirigé par un de ses membres, de jouer pleinement son rôle du suivi de la mise en œuvre de l'accord du 31 décembre 2017. Cette activité a connu la participation du Premier ministre Bruno Tibala et d'autres membres du gouvernement qui en sont membres. Une autre matinée politique, cette fois-ci le dimanche dernier, faut-il le dire, a été organisée par le parti politique Alliance des travaillistes congolais pour le développement, ATD en sigle. C'était donc le dimanche dernier à son siège. Suivez Pascal Onge. Le parti politique Alliance des travaillistes congolais pour le développement, ATD en sigle, a organisé une matinée politique ce dimanche 12 novembre 2017. Devant son bâtiment du siège national, les militants de l'ATD ont communié avec leur président national José Makila Soumanda, présentement vice-premier ministre, ministre des Transports et Communications. L'objectif de cette matinée politique a été d'expliquer aux membres militants du parti la nécessité d'adopter un comportement plus responsable afin de se préparer aux prochaines élections, aujourd'hui plus rassurés par la publication du calendrier électoral par la Commission électorale nationale indépendante. Pour le président de l'ATD, les mandats électifs ne peuvent être remplacés que par l'installation de nouveaux animateurs élus. C'est une façon pour José Makila Soumanda d'écarter l'hypothèse d'une transition sans Kabila après 2017. Le président de l'ATD a insisté aussi sur le réalisme politique qui consiste à reconnaître l'acte posé par certains acteurs politiques de l'opposition ayant participé au dialogue de la Cité de l'Union africaine qui avait prévu les élections en avril 2018. Ces refusant de mentir la population, José Makila interpelle ici les autres institutions à travailler plutôt sur les contraintes présentées par la CENI afin que la date des élections avancées ne subisse plus de modifications. Le président de l'ATD a appelé les militants de son parti à s'opposer contre toute manipulation politique qui consisterait à déstabiliser les institutions du pays, car estime-t-il, il faut d'abord la paix. Sans la paix, il n'y aura jamais de développement et sans la paix, les élections ne seront pas organisées à la date avancée par la CENI. En guise des conclusions de ces propos, José Makila Soumanda a appelé les membres du parti à se préparer aux élections à venir afin que le parti puisse obtenir des élus à tous les niveaux de postes de responsabilité. Cap vers la CENI pour dire qu'un front commun a été établi ce lundi entre les autorités traditionnelles et la CENI. Les deux entités veulent soutenir le processus électoral en vue de la bonne tenue des élections en RDC. Dans ce reportage, on retrouve Alain Oka. La grande rencontre des cadres de concertation CENI-chef coutumier dans le but d'échanger sur le processus électoral de la RDC a eu lieu ce lundi 13 novembre au siège de la centrale électorale.
Il a été question de faire part aux autorités traditionnelles les avancées de la CENI et exhorter à cette occasion les chefs coutumiers de pouvoir s'investir pour la réussite du processus électoral en cours, notamment pour la vulgarisation des acquis de l'accord de la Saint-Sylvestre et faire comprendre à la population que la CENI est en train de travailler pour organiser les élections suivant les séquences publiées dans le calendrier électoral. Nous suivons de très près tout ce qu'ils font. Nous écoutons les acteurs politiques. Ils sont positifs et d'autres non. Mais nous, le pouvoir coutumier, nous souhaitons sincèrement que tout se passe dans la paix et la sérénité et que la CENI trouve le moyen d'écouter les autres aussi, mais que nous devons aller de l'avant. Les élections auront bel et bien lieu dans ce pays. Voilà pourquoi on nous a associés afin que nous, les coutumiers, nous puissions communiquer aux chefs de chefferie à l'intérieur, aux chefs de groupement et aux chefs de village qu'il faut aller de l'avant, mais dans la paix et la sérénité. Les chefs coutumiers, après leurs échanges avec les staffs de la CENI représentés par son vice-président Norbert Basenghezi, ils ont accepté d'aller à leur tour sensibiliser la population, de soutenir le processus électoral pour son aboutissement heureux. Après échange entre la CENI et les autorités coutumières, le vice-président de la CENI, Norbert Basenghezi, procure son satisfecit à cette attente tout en rappelant aux uns ou aux autres le parcours de la CENI. Propos recueillis par l'ANOC. Les chefs coutumiers vivent sur toute l'étendue de la République démocratique du Congo, dans 26 provinces, dans 181 circonscriptions où se dérouleront les élections législatives nationales, dans 201 circonscriptions où se dérouleront les élections législatives provinciales. Mais ils sont dans 330 territoires, 734 chefferies secteurs, 6095 groupements et 88 000 villages. Tout le monde, majorité opposée, société civile, viendront là-bas. L'accord à son point 4, parlant du processus électoral et du partenariat, donne à la page 10 un mandat aux confessions religieuses et aux chefs coutumiers de vulgariser cet accord et de sensibiliser leur population pour que les élections se passent dans la paix. Nous les avons donc engagés selon cet accord-là et c'est depuis 2004 que nous avons ce cadre de concertation avec les chefs coutumiers. Ils ont demandé à ce que ces rencontres soient fréquentes. Nous croyons que les messages que nous faisons avec cet échantillon de plus de 250-300 chefs coutumiers va arriver dans les 734 chefferies et dans les secteurs et dans les 6095 groupements, 88 000 villages. Les divergences persistent dans l'appréciation du calendrier électoral publié par la CENI. Faut-il le dire, les positions des uns et des autres n'incluent pas toujours les aspirations profondes des souverains primaires. Les acteurs politiques de tous bords semblent ignorer le soubresaut que cela peut produire. Commentaire, Jacques Allongé. Une semaine après la publication du calendrier électoral par la Commission électorale nationale indépendante, un tableau mieux un clivage se dessine sur le paysage politique de la République démocratique du Congo. D'un côté, on observe les pro-calendrier composés de la majorité présidentielle et quelques opposants membres du gouvernement Tshibala et une partie de la communauté internationale. D'un autre côté, ce sont les partisans du régime avec à la tête les rassemblements, la dynamique de l'opposition, une frange considérable de la société civile et quelques partenaires extérieurs. Qu'arrivera-t-il à ces calendriers après ces clivages clairs, s'interrogent certains observateurs. Les Nations Unies, les États-Unis d'Amérique, l'Union européenne, l'Union africaine semblent relâcher leur pression sur la RDC en se ralliant sous condition au calendrier électoral. Tous ces partenaires extérieurs ont dorénavant les yeux rivés sur décembre 2018. La Belgique invite pour sa part à un consensus le plus large autour du chronogramme électoral, une sorte de victoire diplomatique pour les camps présidentiels qui demeurent jusqu'au 12 janvier 2019.
Ce qui n'enchante pas l'opposition radicale qui s'en tient à l'échéance de décembre 2017 et annonce déjà des actions de protestation. La position actuelle de la communauté internationale est vue par un analyste contacté comme un soutien stratégique et diplomatique par un accompagnement intelligent du processus électoral tout en maintenant le spectre des sanctions ciblées sur quelques officiels congolais. Quant au camp du régime radical, cela s'avère comme des moyens de pression face à un pouvoir qui ne semble pas être prêt à partir. Le seul camp qui ne s'est pas encore prononcé, c'est le peuple. Sans être naïf, il pèse plus que tous les deux camps réunis et seule sa réaction compte et change en dernier ressort toutes les donnes actuelles. Nul ne sait quand et comment opérera-t-il et c'est là au-delà de tout calcul des politiciens. Une somme s'élevant à 100 000 $ américains versés dans l'humanitaire, dont de l'Union africaine à la RDC. Les officiels de la santé ainsi que ceux des actions humanitaires ont participé à cette offre ce matin qui a eu lieu dans la salle du ministère de la Santé. Laetitia Levezo, V-en-Bas reportage. 100 000 $ américains pour une réponse d'urgence aux besoins humanitaires en RDC. C'est le montant du chèque de l'Union africaine remis à la RDC et qui sera géré par la Croix-Rouge RDC. Cette cérémonie de remise des dons de l'Union africaine s'inscrit dans la politique humanitaire de cette institution africaine. À en croire le chef de la délégation de l'Union africaine, après avoir effectué une descente dans les zones à conflit, l'urgence d'une agence humanitaire sur terrain s'impose et profite de l'occasion pour lancer un appel à tous les pays africains, membres de l'Union africaine, à venir en aide aux Congolais sinistrés de la RDC. Le constat que nous avons fait aussi à travers la rencontre qu'on a eue avec les agences humanitaires, c'est que les besoins sont immenses, mais aujourd'hui, ce dont disposent les agences humanitaires est insuffisant. Donc il y a un grand gap. J'ai posé la question de savoir quel est le taux de couverture des besoins humanitaires. Au niveau des agences humanitaires, on m'a dit que ce taux varie entre 10 et 15%. Donc vous voyez le gap qui est là. C'est pour cela que nous avons lancé un appel pour qu'on puisse redoubler d'efforts, pour que toutes les populations dans le besoin puissent bénéficier de l'assistance humanitaire. Le ministre des Actions humanitaires a salué les gestes de l'Union africaine qui prouvent la solidarité africaine. Un adage africain dit qu'on reconnaît les vrais amis pendant la souffrance. En ce moment où le pays est secoué par les diverses catastrophes, le peuple congolais vient de se rendre effectivement compte de la solidarité et du soutien du peuple africain à travers ce don. À titre symbolique, le ministre des Actions humanitaires a remis les chèques à la Croix-Rouge, suivi de la signature entre le secrétaire général aux Actions humanitaires et le vice-président de la Croix-Rouge, RDC. Un tour en santé pour dire du 13 au 19 novembre, l'Organisation mondiale de la santé, voulais-je dire, organise dans le monde entier de journées de sensibilisation pour lutter contre le phénomène de résistance aux antibiotiques autour du thème « Demander conseil à un professionnel de santé avant de prendre les antibiotiques ». Titi Bolombo, V-en-Bas nous en dit plus. La résistance aux antibiotiques est un problème sanitaire reconnu dans le monde. L'Organisation mondiale de la santé organise du 13 au 19 novembre 2017 des journées de sensibilisation à la question pour lutter contre le phénomène de résistance aux antibiotiques. Il y a premièrement les prescripteurs. Les prescripteurs ne doivent pas conseiller les antibiotiques aux malades quand il s'agit des maladies d'origine virale, n'est-ce pas? Comme le rhume. Il y a beaucoup de maladies comme ça. Quand c'est le rhume, on ne peut pas prendre les antibiotiques. Deuxièmement, dans une ordonnance, il y a les interactions médicamenteuses. Donc là, je m'adresse plutôt aux prescripteurs, aux médecins. Et ils doivent prescrire les antibiotiques avec toute la rationalité possible parce qu'il s'agit de médicaments très délicats qui sont même à la base de certaines morts. Donc, les antibiotiques ne doivent pas être pris abusivement. Et du côté donc des utilisateurs, donc des malades, ils ne doivent pas prendre les antibiotiques sur conseil d'un ami, sur conseil d'un voisin, sur conseil d'un monsieur qui a souffert plus ou moins de la même maladie parce qu'il va dire moi aussi j'ai fait la même maladie, voici l'antibiotique que j'avais pris. Et pourtant, ce ne sont toujours pas des mêmes maladies. Et même si c'était la même maladie, ce ne sont pas dans les mêmes conditions. Le traitement ne sera toujours pas la même. Donc l'attitude du médecin vis-à-vis des deux personnes souffrant de la même maladie n'est toujours pas la même. Donc on doit toujours faire attention quand il s'agit de la consommation des antibiotiques. Quand ils ne sont pas pris tel qu'il faut, quand ils sont pris, quand on n'a pas suivi le nombre de jours qu'il faut,
alors, ou quand on a pris des petites doses, il va se créer des problèmes sérieux, les problèmes de la résistance aux antibiotiques. Ça signifie que la même personne, quand il va souffrir de la même maladie contre laquelle l'antibiotique X était efficace, eh bien prochainement, ça ne sera plus efficace, on ne saura plus soigner cette maladie. Kinshasa abrite du lundi à vendredi le 6e congrès de l'association des anciens amis de la faculté de médecine de l'université de Kinshasa. Faut-il le dire, ce forum qui s'est ouvert ce lundi en présence du ministre de la Santé dans la salle Campiski dans la commune de la Gombe a pour thème médecine d'ici, médecine d'ailleurs. Jacques Allongy. Organisé avec l'appui de plusieurs partenaires, ces assises de haut niveau et internationales accueillent les médecins, les pharmaciens, les étudiants, les techniciens, les experts et les autres professionnels du secteur de la médecine ou de la santé, les institutions intéressées par les secteurs, les services et établissements publics, les ONG, les fondations et différents opérateurs économiques. La particularité de l'édition 2017 est qu'elle repose sur une approche pluridisciplinaire autour de l'accès et de l'accessibilité des soins de santé en RDC et du cancer. De la première journée, les participants discutent de l'accessibilité des Congolais aux soins de santé. Le président de l'AFMED Unikin RDC parle d'un acte de reconnaissance. Cette réunion, c'est surtout pour partager les impressions des uns et des autres et puis partager les activités, ainsi de suite. Et donc, nous avons l'impression que plus il y a des gens, plus il y a des idées qui vont circuler sur la prise en charge, l'accès aux soins par la population et comment, dans notre pays, nous allons pouvoir nous arranger pour, prévenir les cancers et, puisqu'il est là, le faire le traitement. Et donc, mon impression est que ça commence bien et que, surtout avec la présence du ministre de la Santé qui nous a fait un discours très promoteur. Le ministre congolais de la Santé a encouragé les organisateurs sur le choix du thème. Le 6e congrès de l'AFMED coïncide avec la célébration des 60 ans de la faculté de médecine de l'université de Kinshasa et s'est nourri de l'ambition de servir d'intermédiaire entre la faculté de médecine et ses anciens élèves. En société, les langues traditionnelles en voie de désuétude en République démocratique du Congo et particulièrement à Kinshasa, faut-il le dire, tout compte fait, les Kinois, peu versés dans leur tradition, n'égrènent pas à fond leur langue traditionnelle. C'est là des suites de déficit de transmission efficiente de valeurs traditionnelles, une situation qui préoccupe plus d'un. Suivez plutôt Kati Bolinga, Pichu Kizaza dans ce reportage. La question de la transmission de langue nationale par les parents à leurs enfants à Kinshasa constitue une problématique majeure dans notre société et cela depuis un certain temps. Certains parents préfèrent les langues étrangères, dont le français et l'anglais, en lieu et place des langues locales. La plupart d'enfants actuellement ont le français comme langue maternelle, tout en ignorant complètement les langues d'origine de leurs parents, ce qui prête à une déviation culturelle, mais aussi à un danger linguistique du fait de la disparition imminente des langues locales congolaises à cause de leur non-transmission, estiment des spécialistes. Je constate avec regret que beaucoup d'enfants, de jeunes, préfèrent parler en lingala, en français ou en anglais, par complexe, parce que l'on croit que parler sa langue maternelle, c'est le synonyme de manque d'intelligence, c'est le synonyme de quelqu'un qui n'a pas étudié, qu'il faut connaître sa langue maternelle parce que c'est ça qui le distingue d'une autre tribu. Un sujet qui intéresse quelques parents et enfants. Depuis mon enfance, je n'ai jamais parlé les langues maternelles. Et comment je peux le transmettre à mes enfants? Mes parents, ils ne m'ont pas transmis les langues maternelles comme culture. On n'a parlé que le français et le lingala. Un peu les kikongo qu'on parlait souvent dans la famille. Mais chez mes enfants, je n'ai jamais parlé les langues maternelles. Mais maman, en tout cas, on m'a pas appris la langue maternelle. Enfin, tout ce qu'on m'a appris à l'école, c'était le français, turc, anglais, swahili. C'est à ce niveau que le pouvoir public est interpellé pour définir et mettre en exécution sa politique linguistique. Voilà.
Retour des classes ce lundi sur toute l'étendue de la République après une détente de 3 jours. Les déconvenus dans le paiement de frais scolaires plongent les parents d'élèves dans l'angoisse. Une situation déplorée par plusieurs qui répondent au micro de Titi Bolombo. Suivez. Les Bleus-Blancs ont regagné les chemins de l'école depuis ce lundi 13 novembre 2017 à 7h30. Après quelques jours de détente, c'était à la satisfaction des enseignants et parents. Mais ces derniers se plaignent pourquoi les écoles ne respectent pas les mesures prises par les autorités de ne pas chasser les enfants pour le frais scolaire. Quant à l'épineuse question concernant le frais, quelques personnes réagissent. La rentrée est effective. Nous avons presque tous les élèves dans toutes les classes. Le gouvernement a dit de ne pas chasser les enfants. Et jusque-là, ces enfants n'ont rien versé comme frais. C'est une façon de bloquer le fonctionnement de l'école. Ah, les paiements des Minerva, là, on n'en parle pas. C'est une situation qui est très difficile dans les écoles. Vu la conjoncture et le temps que les parents prennent, c'est difficile, je vous assure. C'est difficile. Vous m'avez dit que vous ne chassez pas. C'est pour cela. Nous avons initié les invitations des parents pour les conscientiser de payer petit à petit les frais de leurs enfants. Le gouvernement est en train de demander de ne pas chasser. Mais les bureaux gestionnaires viennent maintenant tourmenter les chefs d'établissement pour leurs frais de fonctionnement. 2 mois après la rentrée scolaire, la pression syndicale sur le gouvernement a baissé et les autorités ne manifestent plus d'intérêt sur la question scolaire. C'est donc le pauvre parent qui porte le poids de la facture scolaire malgré les promesses non tenues de l'État. Poursuivons cette édition pour dire que l'MLC dénonce l'enlèvement de l'un de ses membres, en la personne de Jean-Denis Balako Lianza, étudiant en médecine à l'université de Kinshasa. Ce cadre du Parlement de la jeunesse du parti a été arrêté le samedi dernier vers 21h45 près de l'école Madame de Sévigné dans la commune de Kassavoubou. Il a été ensuite acheminé au Sociat du rond-point Gambela le même jour. Et depuis, le camarade Balako Lianza Jean-Denis ne se retrouve nulle part. Le MLC exige donc sa libération sans condition. Le document est signé secrétariat général du parti. Après son séjour en Finlande, en Europe, Jean-Claude Bayende, ancien gouverneur de l'Équateur, restitue au Mbandaka les entrevues qui ont émerveillé sa mission telle que souhaitée par le chef de l'État Joseph Kabila. Suivons plutôt ce reportage. Il a atterri à Mbandaka, son fief naturel, et a fait preuve d'une popularité légendaire et indubitable. Le gouverneur honoraire de l'Équateur, Jean-Claude Bayendeta Felico, est allé pour une mission de restitution de 4 jours. Après avoir été mandaté par le chef de l'État, Joseph Kabila Kabange, pour prospecter la capacité technique d'une société finlandaise qui devra construire dans les prochains jours une centrale électrique de 10 MW à Mbandaka, le leader de l'ADH a procédé à la restitution. Le président Kabila m'a dit « Je voudrais voir s'ils ont la volonté d'électrifier la ville de Mbandaka ». Il m'a mandaté pour inviter les investisseurs finlandais à venir installer une centrale électrique à Mbandaka. Occasion pour Bayende de solliciter le soutien des Équatoriens au tout-puissant Molunge, une équipe qui ressuscite et représente l'Équateur à la 23e Linafoot à Kinshasa grâce aux efforts et à la volonté de son président. J'ai doté des moyens au tout-puissant Molunge pour qu'il soit compétitif parmi les grandes équipes sportives du Congo. Le gouverneur honoraire Bayende appelle les Mbandakais à la paix et à se préparer aux élections futures. Il ne faudra pas que pour une quelconque idéologie politique, on vous incite au trouble.
En 4 jours, l'envoyé de Kabila et natif de Mbandaka a réussi à entretenir sa base électorale et à affirmer son leadership. Clôturons donc cette édition par la revue de presse proposée par Jacques Allongé. Bonsoir. La presse parue ce lundi revient sur le processus électoral. Congo Nouveau fait état du relevé critique du calendrier électoral. Sami Badibanga appelle à des discussions techniques, titre Le Confrère. Proposer des suggestions réalistes en lieu et place des critiques stériles qui pourront entraîner un blocage du processus électoral, c'est ce que préconisent les progressistes et leur leader Sami Badibanga, écrit le Tri Hebdo. Il est nécessaire d'engager des échanges en vue d'obtenir un consensus sur le calendrier électoral. Si l'ancien Premier ministre Badibanga fait appel à des discussions techniques, l'ancien vice-président de la République, Azaria Souroubé Rwamaniwa, implore la grâce de Jésus-Christ pour la tenue du processus électoral apaisé, celui dont les échéances ont été dévoilées tout récemment par la centrale électorale, rapporte La Prospérité. Pendant ce temps, Jean-Lucien Boussa et son parti CDR demandent à l'opposition de s'y préparer car le CDR met les caps sur les élections, rapporte Congo Nouveau, qui a pris le soin de revenir sur les activités de soutien au calendrier électoral par les opposants membres du gouvernement, à l'instar du duo Olengankoy Chibala et José Makila Soumanda. De l'autre côté, le courrier de Kinshasa fait état du rejet du calendrier électoral par la dynamique qui annonce une grande manifestation populaire pour exiger une transition sans Kabila, indique les confrères. Forum des As titre, les propos du cardinal Mosengo font polémique. Il s'agit de l'exhortation du cardinal aux artistes et musiciens à un éveil patriotique, à ne pas être au service des hommes et à être prêt à accompagner les changements à venir. La Prospérité titre même en s'interrogeant Mosengo, musicien, messe noire aux nouvelles stratégies. Pour la consoeur, quelques exégètes politiques dénoncent a priori les débuts d'un plan B derrière cette espèce de nouvelle stratégie des gains d'âme. Et concluons avec l'éveil qui titre sur le départ de Kabila le 31 décembre 2017, la communauté internationale séduira-t-elle le peuple congolais? Car, estiment les confrères de Kananga, la communauté internationale donne l'impression d'être un couteau à double tranchant, disant une chose et son contraire à la fois. Mais moi je dis, c'est tout pour ce soir. Fin de ce journal, merci de l'avoir suivi. Je vous retrouve demain à la même heure. D'ici là, portez-vous bien. Bonne soirée chez vous.